Donc je me présente, ça fait 4 ans que je cours et je suis kiné sur Colmar. J'ai été diplômé et formé par la clinique du coureur, donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et j'aurai la chance d'être meneur d'allure demain parmi vous dans le peloton. Alors juste rapidement, la clinique du coureur, c'est un organisme canadien. Ils font des formations à travers le monde et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les études scientifiques qui sont menées à travers le monde sur la course à pied et ils essayent d'actualiser leurs données en fait par rapport aux dernières études. Alors, moi, ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la biomécanique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin, je sais qu'on en entend de plus en plus parler dans le domaine de la course à pied. C'est souvent justement l'attaque qui est plutôt avec le talon et l'attaque avec l'avant-pied ou le médio-pied. Je sais que on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, au sein des pelotons, et je voulais essayer de faire le point un petit peu avec vous. Donc, l'attaque talon et l'attaque plus sur l'avant du pied. Alors, en moyenne, l'attaque d'avant-pied, la foulée avec une pose bien avant-pied, médio-pied, ça représente en général 20%. Sur le peloton, demain, il y aura à peu près 20% des coureurs qui ont une tendance à être plus sur le médio-pied et l'avant-pied. Alors que les attaques talons, ça représente une bien plus grosse majorité, c'est à peu près le reste, c'est 80%. Et en général, on associe... justement, c'est souvent les coureurs élites, les coureurs qui sont aux avant-postes sur les courses qui ont cette tendance à être beaucoup plus sur l'avant et médio-pied. On peut essayer de faire la comparaison un petit peu entre les deux types de foulées. Ce qui se passe ce dont on s'est rendu compte, c'est quand on attaque avec le talon, on a en général un peu moins d'efficacité parce qu'en fait, votre talon on va poser le pied au sol, on va dérouler le pied, on va pousser après derrière. Donc il y aura une phase de décélération. Où, au moment où on posera le talon, on va perdre de la vitesse, on va dérouler et après en poussant, on va devoir repartir sur de la vitesse. Alors que la foulée où on est plus sur du médio-pied ou de l'avant-pied, on aura plus un effet rebond qui nous permettra de repartir vers l'avant. On pose le pied vers l'avant, ça, on emmagasine l'énergie et on réceptionne. Donc en fait, on a, si vous voulez, votre tendon d'Achille et votre mollet qui va jouer comme un effet de ressort un petit peu. Je parle souvent quand j'évoque ce phénomène, je parle souvent des coureurs handisport, Oscar Pistorius qui court avec sa lame en carbone et qui a justement cet effet un petit peu ressort. Et je sais qu'à l'époque, pendant un temps, il voulait faire le 100 mètres justement avec les athlètes valides et on se posait la question si justement cette prothèse n'était pas carrément un gain en fait pour lui pour avancer. En fait, on l'a tous, cet effet ressort, c'est le tendon d'Achille et le mollet justement qui nous permettent de repartir vers l'avant. Donc moins efficace à cause justement de cette phase de freinage avant de devoir repartir. Et on s'est rendu compte aussi que quand on attaque sur le talon, c'est là où on avait aussi plus de... Alors, sur la clinique du coureur, ils parlent de stress mécanique, c'est-à-dire de choc, de contrainte. On entend souvent dire que la course à pied, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de chocs, que ça use les articulations. En tout cas, avec une attaque talon, le stress mécanique, donc l'impact, est beaucoup plus présent sur les articulations du genou, de la hanche et du dos. Quand on est plus sur le médio-pied avant-pied, on a finalement le choc est amorti par le mollet et le tendon d'Achille. Si je vous demande tous de sauter à pieds joints, on va tous atterrir sur l'avant du pied. Personne ne devrait atterrir sur les talons. Et de toute façon, sur les talons, on ne sauterait pas très haut. Donc c'est justement cette réception-là sur l'avant-pied et médio-pied qui fait que on emmagasine l'énergie et on peut se permettre de le faire. Alors oui, pour la comparaison, le fait de courir sur l'avant-pied et justement ou le médio-pied, ça amène par contre, c'est ce qui est indiqué juste là, plus d'impact sur le pied et du coup sur le mollet forcément, puisque le mollet est beaucoup plus mis à contribution.
Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif un petit peu entre les deux. Donc le coût énergétique plus important, on a besoin de fournir plus d'efforts. On a le talon qui est loin du centre de gravité. C'est ce que je vous expliquais. Quand on se tient droit, on va d'abord freiner, donc on aura le talon qui sera bien sur l'avant. Alors que quand on est sur l'avant-pied, en général, on a le centre de gravité au-dessus, et par contre, on va chercher après loin derrière. Mais donc, du coup, on a l'appui, la mise en charge proche du centre de gravité. Donc on augmente la phase de freinage, on augmente la vitesse de force d'impact. Donc c'est ça qui est responsable des contraintes au niveau des articulations. On aura un temps de contact au sol plus important, puisqu'il faut le temps au pied de dérouler, alors que de l'autre côté, on est juste sur un effet rebond, ça prend moins de temps au sol. Avec le talon, on a un déplacement vertical plus important. C'est-à-dire que quand vous allez courir, vous allez osciller vers le haut de manière beaucoup plus importante que quand on est sur l'avant-pied. Et surtout la fréquence des pas, donc la cadence, ça vous pourrez regarder si vous avez, la plupart des montres indiquent la cadence. La cadence, c'est le nombre de pas que vous allez faire par minute. Je ne sais pas si vous avez une notion un petit peu du nombre de pas que vous faites par minute quand vous courez, mais en général, avec une attaque talon, on a une cadence assez faible, et à l'inverse, avec l'avant-pied, en général, on est plus, voilà, je vous l'avais marqué, aux alentours de 180 pas par minute. Alors voilà une petite phrase qui résume quelques études qui avaient été menées. La vitesse de la force d'impact, donc ce qui est responsable des contraintes au niveau de vos articulations, c'est relatif à la biomécanique. C'est vraiment le fait d'attaquer sur le talon ou plutôt sur le médio-pied avant-pied qui va conditionner cette vitesse de force d'impact. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, ce qui modifiait principalement cette biomécanique, c'était justement la chaussure. La façon de se chausser, c'est clairement ce qui va conditionner. Donc la chaussure, c'est elle qui aura tendance à faire poser le talon en premier. C'est-à-dire que on reprend ce peloton un petit peu de main, je vous disais 20% qui auront une tendance à appuyer un peu plus sur l'avant-pied, 80% qui auraient tendance à être en talon. Théoriquement, si on se met tous sans chaussures, on se met tous pieds nus, on devrait être 100% à être sur l'avant du pied. Il n'y a quasiment plus personne qui tapera avec le talon. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, quand on saute à pieds joints, il n'y a quasiment personne qui atterrirait sur les talons en sautant à pieds joints. Ce serait exactement la même chose si demain, au départ, on courait tous pieds nus. Et du coup, la chaussure change aussi la cadence. Ça a tendance à baisser justement la cadence, donc le nombre de pas par minute en courant. J'avais rajouté aussi ça parce que c'est une idée qui est très ancrée un peu dans l'esprit des gens, c'est l'absorption dans les chaussures, donc toutes ces techniques d'amorti, de gel. Les études ont mis en évidence que ça avait tendance à augmenter le stress sur le squelette. Donc j'ai mis autre que le pied et la chaîne postérieure, mais en gros, le gel, le boost, enfin bref, toutes les technologies que les marques mettent dans les chaussures, plus on en a, et en fait on a tendance au contraire à augmenter les contraintes sur les articulations, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude d'entendre en général. Alors, a tendance à l'augmenter, où il y avait une étude aussi qui avait mis que ça ne diminuait pas les contraintes. Donc, contrairement à ce qu'on pense, si on a un genou qui sera très très abîmé, c'est pas en mettant une épaisseur de semelle et puis une quantité de gel à n'en plus finir qu'on va diminuer les contraintes sur le genou. Par contre, c'est tout autre pour le pied et le mollet, puisque je vous expliquais justement que quand on est sur de l'avant-pied, on a tendance à amener plus de contraintes. Voilà. Et par contre, l'absorption, donc la semelle, a plutôt tendance à diminuer les contraintes sur votre pied. C'est-à-dire pas votre genou, votre hanche ni votre dos. Par contre, le pied, oui, effectivement, c'est le fait d'être complètement sur une semelle toute fine. Là, vous allez avoir des contraintes sur votre pied. Mais pas les articulations au-dessus, en fait. En pratique, au cabinet, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand un coureur blessé vient me voir au cabinet. Donc, on a le tapis de course. Et en général, je le fais courir sur le tapis avec sa paire de chaussures habituelle qu'il a en course à pied
en général. Alors je sais pas si... Voilà. Alors normalement, avec le téléphone, je peux avoir la vidéo au ralenti. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément évident de repérer, de voir un peu l'attaque. Mais on avait sur cette vidéo, on voyait vraiment le talon qui posait vraiment en premier avec cette phase de freinage qui était assez importante, et ensuite le déroulé et il repartait. Donc cette chaussure avait tendance, en tout cas quand il courait comme ça, sa façon habituelle de courir, c'était plutôt contraignant pour ses articulations. Ensuite, donc je prenais la cadence. J'ai une application sur le téléphone où on peut regarder, on appuie, c'est pour mesurer le tempo, et ça permet de savoir à quelle cadence il courait. Et il avait une cadence qui était autour de 165, je crois. Donc une cadence relativement faible. Ensuite, l'étape suivante, je fais courir. J'ai toujours une deuxième application dans mon téléphone qui impose un tempo. Et du coup, je fais courir les patients avec une cadence d'environ 180 pas. Donc pour lui, ça lui faisait une augmentation de 15 pas par minute. Et donc du coup, je ne pense pas qu'on entende. Il n'y a pas forcément de son, mais en fait, on entend le toc, 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 toc de mon application. Et juste en augmentant la cadence, c'était un patient qui avait une oreille, on va dire, assez... une oreille musicale, il était sensible en tout cas à la rythmique, il a réussi à se caler rapidement et automatiquement il s'est mis à faire des pas plus petits, plus courts, mais du coup on voit, je sais pas si on peut la relancer, c'est des pas plus courts, par contre on le voit, mais même au début le début de la vidéo, on voit que du coup son appui s'est totalement déplacé sur l'avant, sans en prendre conscience en fait. C'est juste en se calant sur la rythmique, il a changé son appui plus sur l'avant-pied. Et après, la troisième étape que je fais avec mes patients, on enlève les chaussures. On court en chaussettes ou pieds nus, peu importe. Et là, c'est quasiment systématique. J'ai quasiment, on va dire 99,9% des patients qui courent sur l'avant-pied. C'est systématique et obligatoire. À partir du moment où il n'y a plus la chaussure, presque, c'est comme ça quasiment pour tout le monde, pour tous les patients. Je dis 99,9 parce que j'ai eu une patiente qui courait vraiment bien avec le talon. Et en fait, je lui ai demandé d'enlever les chaussures. Et sur les chaussures, elle faisait un boucan d'enfer où on entendait vraiment taper sur le tapis. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne courait pas, elle marchait. C'était pas une histoire de vitesse, c'était la marche et la course à pied, c'est vraiment deux choses très distinctes. Quand on marche, on est en appui sur notre pied et en fait, notre deuxième appui est déjà au contact du sol avant qu'on ait relâché l'ancien appui. C'est ça le principe de la marche. D'ailleurs, un marcheur se prend un avertissement si à un moment donné, il a aucun des deux pieds au contact avec le sol. Mais en fait, cette patiente, elle marchait justement sur le tapis à une bonne allure, mais c'était de la marche. Donc du coup, effectivement, elle avait cette tendance à attaquer du talon parce que quand on marche, on attaque du talon en fait, justement. Mais pas théoriquement, pas en course. C'est ce qui différencie bien les deux activités. Hop. Et oui, et du coup, quand les patients viennent chez moi, j'ai aussi le pèse-lettre et je pèse toujours les chaussures parce qu'en fait, le poids de la chaussure a un véritable impact aussi sur... alors, plus l'épreuve sera longue et plus elle aura de l'impact. Mais dites-vous bien que quand les chercheurs s'étaient amusés à mesurer en fait l'impact si vous diminuez le poids de la chaussure de 100 grammes. Juste 100 grammes, c'est pas énorme, c'est vraiment pas grand-chose. Si vous diminuez juste 100 grammes, ça correspondait en fait entre 0,8 et 1% de dépenses d'oxygène en moins, de baisser de 100 grammes le poids de la chaussure. Et alors, si je vous parle en pourcentage d'oxygène, ça ne vous parle pas plus que ça, mais du coup, ils se sont amusés à faire le calcul sur une dépense énergétique d'un marathon. Et pour un coureur qui court en 4h30 le marathon, ça correspond à 15 à 20 minutes de gagné pour juste 100 grammes. Alors, ça ne veut pas dire que si vous changez vos chaussures, maintenant, vous allez gagner 15-20 minutes, mais en tout cas, dans la dépense énergétique, ça correspond à ça.
C'est comme si vous aviez, imaginez-vous maintenant courir avec un poids autour de la cheville, comme on a en fitness. Bah, si vous enlevez le poids, forcément, ça vous paraît beaucoup plus facile. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et là, j'avais l'exemple d'une chaussure qui faisait quasiment 400 grammes, là où la paire de chaussures que j'aurai demain fait 130 grammes. Donc là, c'est même plus que 100 grammes, elle fait plus du double celle-ci. Donc voilà, pour sensibiliser un petit peu sur le poids de la chaussure aussi, ça a un impact. Donc je pèse les chaussures aussi au cabinet pour sensibiliser à ça. Et là, je vous avais mis quelques lectures qui sont assez intéressantes avec le guide de foulée justement d'avant-pied. C'est Frédéric Brigaud qui est assez orienté là-dessus, sur tout ce qui est course à pied. C'est assez intéressant. Il donne des petites idées d'exercices aussi pour s'entraîner un peu à cet appui avant-pied, à ne pas y passer de manière trop brutale. Ça, forcément, c'est important, mais j'aurais pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais c'est évident qu'une prise d'appui plus sur l'avant-pied va amener plus de contraintes sur les mollets, plus de contraintes sur les tendons d'Achille, donc ça nécessite une transition très progressive. Il y en avait un deuxième qui était, alors celui-là c'est toujours le même auteur, mais qui est beaucoup plus détaillé, plus scientifique, plus précis. Puis il y a celui-ci qui est très connu dans la course à pied, que je pense certains d'entre eux ont certainement lu aussi, qui est assez connu, mais qui parle un petit peu justement de cette foulée plus d'avant-pied. Et si vous êtes plus vidéo, il y a une vidéo, un documentaire d'Arte que vous retrouvez sur YouTube qui s'appelle Sommes-nous faits pour courir, et qui est très, très intéressant aussi sur cette biomécanique un petit peu de la course à pied. Et vous retrouvez aussi la chaîne YouTube et le site internet de la Clinique du Coureur.